Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Vincent Charlet, délégué général à la Fabrique de l'Industrie. Laboratoire d'idées créé en octobre 2011 pour que la réflexion collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Dans cet épisode, Vincent revient en détail sur son parcours qui l'a amené à devenir délégué général de la Fabrique de l'Industrie et sur les missions de la fabrique. Vincent partage son point de vue franc et riche en arguments sur les enjeux importants pour l'industrie française, tels que la réindustrialisation, la formation ou encore la décarbonation. Bonne écoute! Merci Vincent de nous accorder ce moment pour cet entretien. Merci, bonjour. Alors Vincent, la première question, la traditionnelle question, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de la Fabrique de l'Industrie, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Oui, la Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un think tank, qui a été créé il y a presque 11 ans pour alimenter le débat public sur les perspectives de l'industrie, ses atouts et ses faiblesses. Donc on produit des études et on les rend gratuitement et librement disponibles pour le plus grand public. Ça a été fondé par qui vous êtes financé? Est-ce que c'est des entreprises qui sont membres? Ce ne sont pas exactement des entreprises, ce sont des branches professionnelles. Donc l'idée est née à l'UIMM et aujourd'hui, autour de notre conseil d'administration, au sein de notre conseil d'administration, il y a principalement l'UIMM, donc la métallurgie, et France Industrie, qui rassemble toutes les branches industrielles opérant en France. Et donc, c'est l'association professionnelle qui finance la Fabrique de l'Industrie, du coup? Oui, c'est ça. Elles financent et elles définissent l'agenda de recherche, parce qu'en gros, elles font un arbitrage sur leurs préoccupations prioritaires. On se voit 2 fois par an. Et ensuite, nous sommes mandatés pour apporter des réponses qui soient scientifiquement robustes, crédibles aussi auprès du plus grand nombre à ces différentes questions, avec une règle du jeu pour que évidemment ça tienne et que la crédibilité soit au rendez-vous. La règle du jeu, c'est que c'est un comité scientifique qu'on appelle le conseil d'orientation qui valide la qualité et la pluralité des réponses qu'on apporte à ces questions. Il n'y a pas de publication qui serait réservée à des abonnés, des adhérents. D'accord. Accès libre. Absolument, oui. Et contestable, opposable par tout un chacun. Ouais, c'est très intéressant. On reviendra plus en détail justement sur les rapports que vous faites par rapport à l'industrie, c'est très intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse, Vincent, c'est si tu nous parles un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à devenir délégué général de la Fabrique de l'Industrie? Alors, je suis délégué général de la Fabrique de l'Industrie parce qu'on est venu me chercher au lancement de la fabrique. D'abord pour m'occuper des études, plus particulièrement, et puis progressivement pour prendre la suite de Thierry Vell, qui était alors délégué général. Et d'où je viens, moi j'ai une formation d'ingénieur à la base, mais je fais partie de ces ingénieurs généralistes qui ont assez vite découvert les sciences humaines et sociales en général, et l'économie en particulier. Et donc très vite, en sortant de l'école, je me suis occupé des politiques publiques. Alors c'était surtout des politiques publiques de recherche et d'innovation à ce moment-là. On était quand même dans la grande période de la stratégie européenne de Lisbonne, l'Europe de la connaissance. Et on y reviendra justement parce que c'est ça qui est intéressant. À ce moment-là, on était nombreux à penser que l'acte manufacturier, le fait de produire, allait comme naturellement s'échapper vers la Chine en particulier. Et donc, l'Europe devait miser absolument sur la connaissance. C'était quand même Et sur les services? Ouais. Ouais. C'était le grand mot des secteurs à haute valeur ajoutée, des tâches à haute valeur ajoutée. C'était comme ça qu'on les appelait. Et donc, voilà, j'ai mené plusieurs types de missions, soit en tant que consultant, soit dans le secteur public, soit dans le secteur associatif. Je fais des évaluations de politique publique, j'ai dirigé une opération prospective, tout ça pour réfléchir à l'efficacité de ce système français de recherche et d'innovation. Et puis voilà, au lancement de la fabrique, je suis monté dans le bateau. Quel était ton rapport à l'industrie avant que tu t'intègres la Fabrique de l'Industrie? Est-ce que tu avais des gens de ta famille qui travaillaient dans ce secteur-là ou est-ce que c'est via tes études que tu as découvert ce secteur? Non, non, effectivement, c'est via les études. J'ai pas de. Depuis, j'ai des frangins qui y travaillent, mais avant, non, c'était pas dans le terreau familial. D'accord. Tu as découvert ça au fur et à mesure, t'es arrivé avec un regard neuf, on va dire. Exactement, oui. Et donc, ça veut dire que j'ai découvert tout à la fois, aussi bien les préjugés que le contenu du travail, l'ambiance. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que
Aujourd'hui, quand on discute avec, par exemple, des gens qui sont chargés du recrutement dans l'industrie, on sait que le recrutement est quelque chose de difficile. Ces gens-là, ils vous expliquent que l'industrie souffre d'une image dépréciative, qu'il faut réussir à lutter contre les préjugés qui entourent les métiers industriels pour réussir à faire venir des jeunes et à recruter. Et moi, j'ai découvert ça très tardivement, c'est-à-dire que avant ça, j'étais dans une espèce de, on va dire, d'ignorance totale, parce que j'ignorais aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés. Ces préjugés sont vécus très très fort par ceux qui vivent chaque jour la difficulté de recruter, mais en réalité, je pense dans le grand public, ils sont pas si puissants que ça. Mais est-ce que du coup, le corollaire, c'est pas qu'il y a un manque de communication de l'industrie en général vers la jeunesse ou vers le grand public, justement, pour faire savoir qui ils sont et ce qu'ils font? Je ne crois pas que ce soit au niveau de la communication que le bas blesse. L'industrie communique en direction du public et notamment des jeunes talents, des jeunes recrues, comme beaucoup d'autres secteurs. Je crois plutôt que, d'abord, chaque branche d'activité a tendance à se sentir un peu mal aimée. J'ai entendu ça, moi, de tas d'autres professionnels, pas du tout de l'univers de l'industrie. Si tu interroges les employeurs du BTP, les employeurs de l'artisanat agroalimentaire, la question de l'image de leur corps de métier dans le grand public, c'est toujours perçu comme quelque chose d'extrêmement difficile à surmonter et à gérer. Donc l'industrie, de ce point de vue-là, à mon avis, n'est pas spécialement moins bien lotie que d'autres secteurs d'activité. Ce que je pense surtout, c'est que les difficultés de recrutement des métiers industriels s'expliquent par des raisons assez objectives, assez structurelles, géographiques par exemple pour commencer. C'est-à-dire que les entreprises industrielles, pour des raisons historiques, sont pour certaines d'entre elles installées dans des territoires mal desservis ou peu denses, parce que les entreprises sont allées chercher des zones d'implantation là où le foncier était peu cher. Et évidemment, mécaniquement, ce sont des endroits où il est difficile de recruter des gens. Donc voilà, je ne suis pas convaincu que les problèmes d'image soient toujours les premières explications aux difficultés objectives de recrutement. Pour toi, c'est plutôt l'accès à des gens avec des compétences ciblées proches des... Il y a des problèmes d'accessibilité. On sait que les gens bougent peu en général, et c'est d'ailleurs aussi une caractéristique très liée au niveau de formation et de qualification. On pourrait résumer les choses en disant que les gens bougent peu en général et que les seuls qui bougent un peu sont des gens ayant un niveau de qualification élevé. Donc, si la vie des territoires et la vie des secteurs d'activité fait que les emplois qui se créent et les emplois qui sont détruits ne sont pas situés aux mêmes endroits, eh bien, d'un seul coup, ça crée des dissensions sur le marché de l'emploi vu au niveau de la France. Et ces dissensions mettent très longtemps à se résorber. C'est-à-dire qu'il faut compter parfois une génération pour que les enfants de gens qui ont perdu leur emploi dans tel endroit prennent leurs valises, bougent de 300 km ou de 600 km pour aller trouver un nouvel emploi là où il est proposé. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis ça revient à un des sujets que je voulais aborder avec toi, qui est la désindustrialisation puis la réindustrialisation souhaitée de la France. Tu l'as déjà abordé un petit peu tout à l'heure en parlant de fameux épisodes début des années 2000 où on parlait de l'entreprise sans usine, de la connaissance, etc. On sait que si on veut réindustrialiser aussi, il faudra des gens compétents pour aller dans les usines. Quel est pour toi et puis pour la fabrique, votre point de vue sur ce qui a pu se passer en France, c'est on va dire les 15 à 20 dernières années en termes de désindustrialisation, et puis maintenant la tendance qui a lieu depuis, alors je ne sais pas exactement le chiffrer en termes de date, mais peut-être 2-3 ans sur le mot réindustrialisation qui revient de plus en plus à la mode. Alors, on entend ce terme effectivement depuis 2-3 ans, beaucoup. Si on regarde quelques indicateurs macro comme les niveaux de marge des entreprises, les ouvertures et fermetures de sites, les destructions d'emplois, on peut plutôt placer le début de la stabilisation en gros au sortir de la crise des subprimes. C'est-à-dire que la décennie 2010-2020 aura été une décennie de stabilisation pour l'industrie française. Et elle était même en train de retrouver une certaine verdeur, enfin retrouver des couleurs, lorsque tout ça a été stoppé par la crise sanitaire. Bon, c'est un tableau assez complexe à démêler de mon point de vue. Je veux dire par là que je distingue deux plans. D'une part,
Il y a une question, on va dire politique, qui est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre économie, notre territoire et nos talents, quelle stratégie de croissance on veut se donner. Et là, donc on est dans un domaine du récit assez politique. Et oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, je le redis ici, pendant les années 2000, on était absolument convaincus que la tertiarisation était en gros le sens de l'histoire et que la question n'était pas tellement de savoir si on le voulait ou on ne le voulait pas. Mais ça m'intéresse de creuser ouais, ça m'intéresse de creuser ce point-là avec toi, mais c'est quand on dit on était persuadé, c'est qui le on? Parce qu'il y a d'autres pays en Europe, notamment enfin, pour parler des pays proches, qui ont pas eu la même vision. Je pense peut-être Alors non, l'Allemagne et justement, l'Italie. c'est là où je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que je lis beaucoup ces temps-ci. Pour résumer, je ne me retrouve pas du tout dans la thèse qui consiste à dire que les élites françaises ont tourné le dos à l'industrie, sous-entendu, mais parfois c'est carrément dit explicitement, pendant que les élites allemandes, elles, ou la population allemande, aurait continué de placer l'industrie au centre de sa stratégie économique. Ça, je crois que c'est un récit erroné et qui nous, on y reviendra, qui peut nous emmener vers des illusions. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, depuis la première crise pétrolière, depuis 1970, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire, tous les pays occidentaux se désindustrialisent à peu près au même rythme. Alors l'Allemagne est une exception, c'est vrai, mais c'est la seule. Enfin, avec la Corée. Et hormis l'Allemagne et la Corée, tous les autres, qu'ils soient scandinaves, latins, interventionnistes, libre-échangistes, jacobins, tout ce que tu veux, tous ces pays-là se désindustrialisent à peu près au même rythme. Et la France est toujours à peu près à un niveau médian de rythme de désindustrialisation, sauf dans cette fameuse décennie 2000-2010, on a dit tout à l'heure, où elle avait un problème particulier de compétitivité. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu dans tel ou tel joli bureau des décideurs qui se détournaient de l'industrie, mais je dis que statistiquement, c'est comme si ça n'avait pas existé et comme si cette explication n'avait finalement que très peu de valeur. Et c'est important. Pourquoi? Parce que si on embrasse la thèse très courante ces temps-ci que nos élites ont fauté et qu'elles se sont détournées d'industrie, alors on a le sentiment que le remède est très simple et qu'il suffit de remettre l'industrie au cœur de nos préoccupations et que tout va refleurir comme par enchantement. Parce que on prête au volontarisme politique un pouvoir d'agir très fort, qui soit négatif dans les décennies passées ou positif dans les décennies à venir. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Donc, je l'ai dit, la désindustrialisation ne trouve pas sa racine, à mes yeux, dans une sorte de stratégie politique qui aurait été menée. Et du coup, tu comprends que je doute un peu qu'il suffise de placer comme mot d'ordre, comme mantra, réindustrialisation dans chacune des communications officielles, gouvernementales ou ce qu'on veut, pour que ça suffise à construire une stratégie qui soit de nature à réindustrialiser vraiment un pays comme la France. On pourra y revenir, mais j'ai quelques arguments pour ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pendant les années 2000, l'Occident, dans son ensemble, était convaincu qu'il y avait un glissement de l'Ouest vers l'Est, en gros, des activités à faible valeur ajoutée, et l'industrie, l'acte manufacturier était compris dedans, et que le seul refuge, mais c'était un peu comme quelqu'un qui se réfugie sur le sommet de son île au fur et à mesure où la marée monte, le seul refuge pour nos économies était de nous retrancher dans les activités à forte valeur ajoutée, et on mettait là-dedans tout ce qui est en gros intensif en R&D, en connaissances. Et donc on disait innovation, 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 stratégie Lisbonne, il faut dépenser au moins 3% du PIB dans la R&D, etc. etc. Et déjà, c'était au lancement de la fabrique, enfin disons, on va dire début des années 2010, certains responsables industriels pointaient les limites de ce raisonnement en disant n'allez pas croire que la production et la conception puissent rester longtemps éloignées l'une de l'autre. Donc, si l'Occident, de façon très générale, enfin l'ensemble des grandes entreprises font le choix de placer la production dans des pays à plus bas coût ou à proximité des marchés les plus dynamiques, nos technocentres respectifs ne resteront pas bien longtemps en France et en Europe, ils finiront par y aller aussi. Et c'est un peu ça qu'on a découvert tardivement. Et donc, cette espèce de rétropédalage
et prise de conscience qui évidemment a été fortement accélérée ou vivifiée depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis cette espèce de stupéfaction qui consiste à dire que quand le commerce mondial s'arrête, bah, d'un seul coup, il y a à peu près rien qui fonctionne. Cette prise de conscience-là consiste à imaginer les choses autrement, peut-être avec une segmentation plus verticale qu'horizontale, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si on se spécialise dans les métiers à forte valeur ajoutée et qu'on laisse la quincaillerie pour les autres, mais plutôt de savoir quels sont les actifs stratégiques sur lesquels on veut rester maître de notre destin et quels sont ceux qui sont jugés moins stratégiques ou d'ailleurs pour lesquels on n'a pas le choix, les terrains sont là où elles sont, mais pour lesquels il faut s'en remettre au commerce mondial avec des partenaires les plus bienveillants possibles. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que ça va un peu à rebours de tous les discours qu'on peut entendre depuis plusieurs années sur, comme tu disais, notamment le profil des grands groupes français qui ont décidé de délocaliser massivement. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir un peu un autre point de vue. Mais sur ce point-là, tu penses quand même pas que on a eu des grands patrons français qui ont été plus gestionnaires que visionnaires à un moment et qui ont eu peut-être moins l'intérêt français au cœur que d'autres patrons de groupes étrangers qui étaient peut-être un peu plus, je peux dire protectionnistes, mais enfin, moi j'ai vécu longtemps en Amérique du Nord, un patron américain ou canadien, il va quand même s'il va délocaliser aussi, in fine, il va quand même avoir le réflexe de toujours essayer de maximum de garder ses centres de production dans le pays, quoi. De mon point de vue, j'ai l'impression que les grands patrons français avaient peut-être moins cette appétence à essayer de garder au maximum les centres de production en France. Après ça, c'est mon point de vue personnel. Ok, écoute, c'est une question importante, mais moi j'ai ni les informations, ni la compétence, ni la légitimité d'ailleurs, pour être l'arbitre des élégances ou des consciences et dire que les patrons français dans leur ensemble auraient commis une erreur de jugement ou pire encore une trahison vis-à-vis de leur pays, que comme par enchantement, comme par hasard, les patrons allemands ou américains n'auraient pas commis. D'ailleurs, certains disaient déjà il y a une dizaine d'années que les grandes entreprises dans l'ensemble avaient tendance parfois à suivre des recommandations, pour pas dire des modes d'organisation qui étaient suggérés pas par les industriels eux-mêmes, mais par des cabinets de conseil en stratégie qui les conseillaient. Donc bon, on pourrait jouer longtemps, et je pense pas que ce soit très très intéressant, on pourrait jouer longtemps à essayer de décrypter, enfin de trouver des coupables ou plusieurs points, plusieurs faits, parce qu'il faut quand même toujours en revenir aux faits. D'une part, la France est caractérisée par le fait que les grandes entreprises internationales, internationalisées, y ont une empreinte plus forte, c'est-à-dire qu'elles représentent une grande part de l'emploi et de l'activité que dans un pays comme l'Allemagne. Bon. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, de façon macro, effectivement, l'Allemagne a davantage tendance à produire sur son sol pour exporter, et la France, ou les entreprises installées en France, à localiser leur production à l'étranger. Ça a été très clairement démontré. Évidemment, ça se fait au détriment des chiffres du commerce international, bien sûr, puisqu'une partie du coup par exemple, des voitures dans lesquelles on roule, elles ont été produites pas très loin, mais pas en France, pour desservir le marché français. Cela étant, ces grandes entreprises rapatrient en France les revenus de leurs investissements directs à l'étranger, et donc sur cette partie complémentaire des chiffres du commerce international, eh bien, on a des flux de revenus d'investissement à l'étranger qui équilibrent quasiment notre dépendance matérielle à l'extérieur, c'est-à-dire qui équilibrent quasiment notre balance commerciale déficitaire. Donc, c'est pas forcément un mal en soi que ça ait fragilisé nos territoires ou les populations, ça, à mon avis, c'est à peu près incontestable. Mais il faut bien voir que ces grandes entreprises mondialisées sont aussi une structure très forte, une épine dorsale qui compte positivement dans l'économie française. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur la comparaison Europe-États-Unis. Parce que ce que tu dis, en gros, c'est que j'entends entre les lignes de ce que tu dis quelque chose qu'on entend souvent, à savoir les Américains sont plus pragmatiques et ne s'embarrassent pas de principes ou de morale quand il faut défendre leur territoire, sur le plan économique, j'entends, alors que les Européens, et peut-être les Français en particulier, seraient plus, comment je dirais, dociles, plus soumis aux théories du commerce international et du respect pur de la libre concurrence. Ah, si je peux compléter ça, oui, c'est ce que je pense, mais en ajoutant que je pense que quand même ça change depuis quelques années et que les Européens, entre guillemets, sont un peu moins naïfs et commencent aussi à devenir un peu plus pragmatiques.
Ouais, mais alors c'est vrai, mais ça change pas seulement depuis quelques années, ça change tout le temps. Les quelques mesures qu'on a pu trouver, nous, dans des études antérieures, notamment quand elles portaient sur le principe de précaution, qui essaient de comparer, on va dire, le niveau de fair play des États-Unis et de l'Europe en matière d'ouverture commerciale, montrent que les États-Unis ont beaucoup bougé aussi dans les décennies qui ont passé. Les États-Unis se sont certes, on va dire, un petit peu refermés sur eux-mêmes et ont davantage fait valoir une stratégie, ouais, pardon, assumer une stratégie protectionniste, mais il faut voir avec quels effets. C'est-à-dire que pendant que le niveau moyen de compétitivité sur les marchés américains refluait ou se dégradait, les inégalités entre travailleurs ont augmenté, les niveaux de prix ont en moyenne augmenté plus vite qu'en Europe, alors que les niveaux de salaire augmentaient moins vite. Bref, la théorie économique s'est parfaitement vérifiée. Je suis pas sûr que on ait intérêt à courir tête baissée dans cette direction. Si tu veux. Qu'il faille réfléchir aux atouts et aux limites du commerce international tel qu'il a quand même été imaginé par de grands penseurs pendant 200 ans. C'est pas juste une théorie sortie derrière les fagots. Oui, d'accord, mais enfin, il faut faire attention. C'est-à-dire que ce que ces grands penseurs ont mis au jour dans tous leurs travaux reste vrai. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Ouais, je trouve c'est intéressant d'avoir un point de vue comme le tien. Ça change un peu des discours qui vont toujours un peu dans le même sens. Et pour revenir au sujet de la réindustrialisation, tu disais donc dans les années 2000, on avait fait le pari sur l'industrie de la connaissance. Et puis début des années 2010, les grands patrons ont commencé à dire attention, il ne faut pas non plus qu'on désindustrialise trop parce que sinon les centres de R&D et d'innovation vont aussi suivre les usines. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu disais tout à l'heure que tu as vu une stabilisation et après une remontée un petit peu jusqu'au Covid, c'est ça? Oui, alors en plus, en France, évidemment, cette prise de conscience, on va dire à bas bruit, c'est d'un seul coup aussi, j'ai cristallisé à cette période qui a été celle de la remise du rapport Gallois. C'est-à-dire qu'il y a eu en plus, en France spécifiquement, un problème de compétitivité qui a été identifié, puis qui a appelé un certain nombre de solutions législatives et réglementaires. Donc il y a eu une forme de mobilisation Est-ce que tu peux rappeler justement le rapport Gallois pour nos auditeurs? en 2012, rapport sur la compétitivité remis au Premier ministre, et qui faisait le constat que précisément la désindustrialisation de la France n'était pas juste le fruit de l'histoire, une tendance de fond naturelle, mais que à ces tendances naturelles s'ajoutait un véritable problème de compétitivité qu'il fallait pouvoir réagir. Donc il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises. Ce qui était proposé, c'était un pacte pour la compétitivité. C'est plutôt un CICE qui a été mis en place. Puis ensuite, voilà, à travers notamment le PIA, enfin différentes mesures, un certain nombre d'initiatives ont été prises pour renforcer et consolider les bases de l'industrie française. Et donc du coup, à la suite de ce rapport, c'est là qu'on a commencé à prendre conscience de, entre guillemets, «l'importance de l'industrie en France», enfin de reprendre conscience? Oui, le hasard du calendrier a voulu que, à peine plus tard, les Allemands accouchent de ce concept qui était l'industrie 4.0. C'est-à-dire que eux, à ce moment-là, ils ont eu d'un seul coup très peur que les grands fournisseurs ou plutôt les grands opérateurs de données d'intelligence artificielle, donc les GAFAM, se présentent comme leurs prochains concurrents. Ils étaient depuis 10 à 15 ans mobilisés contre la concurrence asiatique, c'est-à-dire qu'ils se battaient contre une concurrence par les prix, et d'un seul coup, ils ont pris peur en se disant, mais est-ce que nous, fabricants d'automobiles, fabricants de machines-outils, on pourrait d'un seul coup se trouver ubérisé à notre tour, c'est-à-dire que si l'avenir est dans la data, si l'avenir du manufacturing se trouve dans la capacité à optimiser toujours plus des processus de production qui seraient en grande partie dématérialisés, alors est-ce que notre principal concurrent finalement ne vient pas de l'Ouest? Et ce questionnement, qui est juste un questionnement, qui a été très fortement appuyé par la chancelière Merkel et par différentes branches en Allemagne, a abouti à une mobilisation qui elle-même a mis en avant cette notion d'industrie 4.0, qu'on appelle en France industrie du futur. Et donc, très vite, un peu partout dans le monde, ben, les États, les collectivités, les branches aussi,
se sont emparés de ce sujet en disant mais il faut absolument qu'on entame un mouvement de modernisation en profondeur de notre manière de produire, de notre organisation, en faisant appel aux technologies de l'information les plus modernes. Bon. Donc il y a eu une très abondante littérature sur ce sujet de l'industrie 4.0 et ça a tenu lieu de mobilisation générale, enfin de mot d'ordre pour l'ensemble des acteurs de l'industrie, en gros jusqu'à ce que le Covid vienne mettre un arrêt à tout ça. Et lorsque le Covid a mis toutes nos usines à l'arrêt et a maintenu la plupart des travailleurs chez eux d'ailleurs, alors d'un seul coup, l'échelle des priorités s'est trouvée inversée et j'ai le sentiment que tous ceux qui réfléchissent à l'industrie aujourd'hui viennent de passer 2 à 3 ans là à réfléchir principalement à la fin de la mondialisation, la fin du commerce international, les questions de souveraineté, d'actifs stratégiques, etc. Et en toile de fond, évidemment, le questionnement sur la transition écologique de l'industrie n'a pas perdu de sa prégnance, bien au contraire. Et c'est à peu près le seul sujet, si j'en juge par les études qui sont demandées à la Fabrique de l'industrie, c'est le seul sujet qui n'a pas souffert d'une réorientation des priorités lors de la survenue du Covid. C'était majeur il y a 10 ans, ça l'est toujours aujourd'hui. Quelle est pour toi ta vision sur la réindustrialisation en France dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, va s'accélérer, va vraiment prendre un poids conséquent? Et puis pour lier ça aussi au sujet dont tu parlais, à la décarbonation, est-ce que la décarbonation de l'industrie peut aider ou favoriser l'installation ou la réinstallation d'usines sur le sol français? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Sur ce qui concerne la réindustrialisation, oui, je pense que c'est un horizon tout à fait plausible, enfin, et qu'on peut envisager ça comme une évolution souhaitable. Ça, j'y reviens pas, on l'a dit maintes fois, mais que c'est à portée de main. Avec tout de même une précision, c'est que il faut sans doute quand même qu'on nettoie un peu nos lunettes et qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on veut et le sens qu'on donne aux mots. Je m'explique. Chaque fois que on essaye d'évaluer le niveau d'industrialisation ou de désindustrialisation d'un pays par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Google, on va chercher des indicateurs de l'INSEE, d'Eurostat, etc., qui nous renseignent là-dessus, évidemment. Mais ces indicateurs, ils sont basés sur des nomenclatures d'activités qui ne bougent pas, parce qu'elles n'ont pas vocation à bouger, en tout cas sans qu'on leur demande. Et donc, on regarde toujours la part de l'industrie manufacturière dans l'emploi. Oui, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB, par exemple. Alors que c'est assez paradoxal parce que ça fait au moins 20 ans qu'on sait parfaitement que l'univers de l'industrie et des services, donc le manufacturier et le hors manufacturier, se sont très fortement interfacés, au point d'ailleurs que les entreprises industrielles réalisent une part significative de leur valeur ajoutée sous forme de vente de services. On parlait des data tout à l'heure, mais c'est vrai aussi je sais pas quoi, moi, des activités de prêt à la conso directement proposées par des vendeurs de biens de consommation. Et c'est tellement vrai que les opérateurs de services, eux aussi, se mettent parfois à intégrer du manufacturing dans leurs activités. Bref, tout le monde fait un peu de tout, et le tissu d'activité, d'échange que ceci dessine est plus serré que jamais. Les acteurs manufacturiers emblématiques que sont les producteurs d'avions ou d'automobiles, par exemple, ont évidemment besoin d'être en permanence en lien avec des designers, des bureaux de R&D, des informaticiens, que sais-je encore, qui sont des métiers serviciels. Bon. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est que dans une économie qui va bien, dans une économie qui devient de plus en plus compétitive et réussit à être, on disait tout à l'heure, souveraine, c'est-à-dire maîtresse de son destin, qui réussit à échanger des sources de valeur avec les puissances qui l'environnent, on peut tout à fait imaginer, c'est même à mon avis le sens de l'histoire, que la partie purement manufacturière ne progresse pas dans le PIB. Elle peut progresser dans l'absolu, oui, bien sûr, mais en relatif par rapport au PIB, c'est assez peu probable, en tout cas pas de façon déterminante et pas au point de faire, ça, on y vient, pas au point de faire rattraper 5 ou 10 points de PIB, si tu veux, pour un pays comme la France. Alors que dans toute cette partie non manufacturière de l'industrie qui
qui est systématiquement comptabilisé comme des services. Et voilà, bien sûr, d'abord, ça fait au moins autant d'emplois, plus, et en France, ce sont des activités assez florissantes, tous ces services à l'industrie dont je parlais. Et je trouverais grandement profitable qu'on réussisse à se mettre tous d'accord, y compris les statisticiens, sur un nouveau contour de ces activités productives ou industrielles pour que on sache enfin de quoi on parle. Et j'insiste, il ne s'agit évidemment pas de tricher avec les indicateurs pour d'un seul coup résoudre le problème sur lequel on lutte depuis 10 ans. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve un petit peu navrant que depuis tout ce temps qu'on réfléchit, on est nombreux à réfléchir aux perspectives de l'industrie, on se fasse du mal pour rien en regardant toujours la moitié vide du verre. Et c'est un peu bête, en fait. Alors qu'on a parfaitement conscience, en réalité, que la réalité même de l'industrie est plus diverse que ça. Donc, on est un peu schizo. On évalue l'efficacité de nos actions et de notre mobilisation en regardant des indicateurs dont on sait parfaitement qu'ils sont partiels, ce qui est un peu dommage. Et donc, si on remet en cohérence notre mobilisation, nos objectifs avec nos moyens d'évaluation, c'est-à-dire nos indicateurs, nos moyens de mesure, alors je pense que la réindustrialisation est tout à fait à portée de main, et j'ajoute qu'elle est peut-être même en train d'advenir, simplement on ne le sait pas, parce qu'on ne regarde pas le terrain comme il faut, avec la bonne loupe. Ouais, je trouve ça, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je te rejoins assez sur le fait qu'en toute façon, on ne pourra jamais retrouver, comme tu dis, 10 points de PIB en remettant des usines en France. Il faut être aussi réaliste. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même, au-delà des points de PIB et de l'économie, il y a aussi un enjeu sociétal de pouvoir revitaliser des zones industrielles dans des endroits, la fameuse diagonale du vide qui était un peu désertée, où il y a des gens qui n'ont plus de boulot, et que le fait d'essayer de remettre des centres de production dans ces endroits-là, ça peut permettre aussi à des gens comme ça, de retrouver un avenir, des projets futurs qui est quand même important pour les gens, et que la partie service est souvent quand même concentrée dans des grandes villes ou dans des métropoles, quoi. Et ils sont rarement dans les centres, enfin dans les zones périurbaines éloignées. Alors oui, mais il faut faire attention à pas poursuivre plusieurs objectifs avec une seule et même politique. Ce qui va dans ton sens, c'est que de toute façon, l'industrie, elle ne tombe pas du ciel. Quand on étudie les territoires industriels qui vont bien et ceux qui vont moins bien, ça c'est une constante. L'industrie, c'est comme une forêt, elle repousse là où il y a un terreau favorable, et le terreau favorable, ce sont des compétences, des infrastructures, des gens. Donc, il ne faut pas forcément imaginer que la réindustrialisation tombe du ciel comme le sable du Sahara. Donc, de ce fait, elle a vocation à se développer en partie là où existaient jusqu'à présent les infrastructures et les talents. Bon, cela étant, les talents, ils bougent aussi un peu. Et donc, s'il y a des mouvements de population qui vont de certains territoires vers d'autres, soit parce qu'ils sont plus métropolitains, soit parce qu'ils sont plus près de l'océan, soit parce que il faut aussi se résigner un peu au fait que secteurs employeurs, et notamment industriels, qui auront besoin de ces talents-là, seront obligés aussi de suivre cette migration. Je pense que ça paraît difficile à contrer, et ça s'observe dans tous les pays du monde. Pour finir, ce que montrent nos études territoriales, c'est qu'il n'y a de toute façon pas de fatalité. C'est quand même ça le grand enseignement. La vitalité des territoires en matière industrielle, elle se constate à des mailles territoriales très fines en réalité. Tu as parlé de diagonale du vide, mais il faut regarder les territoires avec une loupe beaucoup plus grosse pour constater les bassins d'emploi dynamiques qui jouxtent parfois des bassins d'emploi peu dynamiques. Ce qui veut dire que, en dehors de phénomènes en effet purement nationaux et macroscopiques, comme le coût du travail, la conjoncture, bon, il y a des phénomènes territoriaux très forts qui jouent et qui passent par des climats locaux de confiance, par des clubs locaux d'entrepreneurs dynamiques. Bon. Et donc, la réindustrialisation des territoires, elle est possible aussi à cette zone, parce que dans des bassins d'emploi de petite taille, c'est là que se joue un mécanisme essentiel dans cette affaire, qui est la confiance et l'envie d'agir. Ouais, je trouve ça très intéressant comme point de vue. Et pour revenir à un des sujets aussi qui vous préoccupe beaucoup à la fabrique et dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, la décarbonation, qui est un sujet ô combien important pour l'industrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les travaux que vous menez actuellement sur ce sujet? Est-ce que vous avez pu dégager déjà des axes forts là-dessus ou... Oui,
Bon, la décarbonation, c'est une obligation qui pèse pas seulement sur l'industrie, mais sur nous tous, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il en va de la survie. Et parmi les 5 grandes sources de gaz à effet de serre, à savoir l'habitat résidentiel, les logements tertiaires, le transport, l'agriculture et l'industrie, l'industrie est de loin celle qui a fait le plus gros efforts jusqu'à présent. Certains des 4 autres secteurs sont à peine structurés pour réfléchir à comment se mettre en mouvement. Donc, l'industrie est clairement en avance. Ça ne signifie pas qu'elle ait accompli tout le chemin, tant s'en faut. Donc il faut continuer à décarboner l'industrie. On a besoin de beaucoup de monde pour ça, parce que c'est un chantier absolument colossal. Nos études à la fabrique ne portent pas tellement sur les verrous technologiques. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été amené à enquêter là-dessus. C'est plutôt le terrain de jeu des industriels eux-mêmes ou de certaines branches concernées. En revanche, on essaye d'éclairer d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça devient une économie dans laquelle le carbone est cher et coûte cher. Et donc, il va forcément y avoir des effets de répercussion sur les ménages, la consommation, les niveaux d'emploi par secteur. Et il faut absolument les anticiper pour éviter des crises sociales comme on en a connu il n'y a pas si longtemps en France. Et du coup, tu vois ce sujet comme étant le plus important pour les industriels? Est-ce que tu penses que c'est le sujet numéro un pour eux en ce moment, ou ça va le devenir? C'est une préoccupation de long terme qui, à mon avis, domine toutes les autres préoccupations de long terme. Et à court terme, parfois, il y a des questions de fin de mois qui doivent entrer en considération aussi. Enfin, je ne parle pas cette fois des chefs d'entreprise, mais pour les ménages et consommateurs, l'élection présidentielle qui est en train de se jouer, pour moi, elle raconte ça aussi. Et les scores des différents partis montrent bien, je trouve, montrent bien, renvoient une image assez parlante de la manière dont le sujet du pouvoir d'achat peut prendre un accent tout particulier, notamment au regard des enjeux écologiques, pour la population française, qui est pourtant évidemment une population nantie à l'échelle mondiale. Donc ça ne sera pas simple. Pour les industriels, je pense que une des données fondamentales, ça sera la prévisibilité de la trajectoire économique qu'on veut dessiner. Et cette trajectoire économique, elle est dessinée par, en gros, des instruments réglementaires comme la tarification du carbone, typiquement. Oui, oui, j'allais poser la question, est-ce que justement la fameuse taxe carbone, alors après on la met aux frontières de la France ou aux frontières de l'Europe, peut justement aider des entreprises européennes à aller de l'avant sur ce sujet-là en disant bah, nous on peut décarboner et du coup on aura un avantage compétitif par rapport à des acteurs extra-européens? Alors, avant même d'en venir à la taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui vient corriger un différentiel de compétitivité entre l'Europe et le reste du monde, l'éléphant dans la pièce, enfin, le principal sujet, c'est la tarification du carbone, la tarification en elle-même sur les marchés français. Donc, ce qu'on a calculé, c'est que jusqu'à des niveaux de 100 euros la tonne, donc là on est plutôt en dessous encore, même avec les flambées qu'on a connues, jusqu'à 100 euros la tonne, les effets macroéconomiques sont assez limités, pour pas dire négligeables, et seuls certains secteurs, un petit nombre de secteurs particulièrement exposés, commencent à ressentir, on va dire, la douleur sur les prix, avec les effets sur l'emploi qui vont bien. En revanche, ce qu'on a montré aussi très récemment, c'est que si on est sur des ordres de prix qui s'approchent plutôt de 200 à 250 euros la tonne, ordre de grandeur qui nous paraissent à nous aujourd'hui assez important parce que ça n'a jamais dépassé les 80, mais en réalité, dans les rapports d'experts, c'est plutôt un niveau de prix minimal pour envisager une véritable transition écologique. Alors là, les effets peuvent être massifs sur tout un tas de secteurs d'activité, ceux évidemment qui sont les plus intensifs en émissions de CO2, donc dans le domaine des matériaux, matières premières, ciment, métallurgie, bien sûr, et puis pour le transport aérien principalement. Donc on va au-devant de réflexions spécifiques sur certains secteurs d'activité parce que il faut continuer à avancer vers une tarification croissante du carbone, mais on peut déjà dire que si rien ne change, notamment si on fait aucun progrès technique et si on n'investit pas dans certains procédés, il y a des activités aujourd'hui indispensables à notre économie qui seront bientôt plus soutenables. Et donc ça, c'est une
première série d'enseignement. Et la deuxième série, c'est que les ménages, eux aussi, bien sûr, vont payer leur part de ce ticket, parce que sans même compter sur des possibles taxes à la consommation, simplement le fait de donner un prix aux émissions de CO2 des producteurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le ciment, le plastique, qui se retrouvent incorporés dans les produits et les maisons que les gens achètent, et de ce seul fait-là, il va y avoir une augmentation sensible des prix à la consommation. Donc, comme c'est un sujet extrêmement délicat ou extrêmement sensible aujourd'hui, il faut absolument trouver les moyens de dégoupiller cette grenade et de pouvoir en parler posément. Donc, est-ce que tu penses que notre salut viendra par l'innovation ? De toute façon, on est condamné à réussir de ce point de vue-là. Encore une fois, si on ne veut pas que des secteurs d'activité entiers mettent la clé sous la porte, il faut absolument qu'on investisse et qu'on innove, et je pense que c'est d'ailleurs possible. Il y a des technologies qui aujourd'hui sont déjà prometteuses dans différents branches d'activité. Je pense notamment à la sidérurgie, mais pas uniquement, dans le ciment aussi. Bon, bref, certains procédés sont à portée de main, mais on sera obligé d'avancer. Et tu as fait allusion tout à l'heure à la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, donc, elle vient corriger un différentiel de compétitivité entre les produits fabriqués en Europe et les produits qui seraient fabriqués ailleurs, dans des zones qui n'auraient pas encore mis en place de tarification carbone. Donc, ça vient bien sûr, on va dire, conforter ou corriger la compétitivité des producteurs européens. En l'état actuel des choses, ça ne la protège pas sur les marchés à l'export, ça les protège juste sur le marché européen. Donc, la muraille n'est pas parfaite. Et puis, ça ne joue pas non plus sur les secteurs qui sont en aval. Donc, qui, pour certains, sont eux aussi préoccupés par l'évolution de la situation. Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille à partir de métal, qui fabrique des objets à contenu métallique et qui donc achète de l'acier, mais qui n'est pas sidérurgiste lui-même, achètera de l'acier plus cher, soit parce qu'il a été produit en Europe et que les émissions de carbone sont taxées, soit parce qu'il a été produit hors d'Europe et qu'il paye une taxe à la frontière de l'Union. Mais pour autant, donc le coût des intrants va augmenter, mais lui, il est concerné par aucun de ces instruments, et donc pas par une protection, par une taxe aux frontières, et donc sa compétitivité vis-à-vis de son homologue turc ou chinois, évidemment, va se trouver dégradée. Donc, c'est notamment sous-traitants de différentes filières qui se trouvent dans des phases à des niveaux intermédiaires de la chaîne de valeur sont aujourd'hui assez préoccupés. On arrive au terme de l'entretien, Vincent. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on a appris plein de trucs. C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur tous ces sujets, d'un point de vue assez tranché en plus. Donc, c'est ce qu'on aime bien, nous, chez Entrepreneur Café. Moi, j'invite tous les gens qui sont intéressés par ce que fait la Fabrique à aller sur votre site internet où on peut télécharger les rapports et voir aussi les événements que vous organisez. Parce que j'ai eu l'occasion de participer à un de vos événements, c'est très intéressant. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à s'intéresser à ce que produit la Fabrique. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Vincent, pour ce moment. Merci à toi. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!